Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une thèse de doctorat de l'Université d'Oxford. Et avant que ça ne fasse peur, laissez-moi vous dire que le sujet est absolument fascinant. Ah oui, On parle de l'évolution de la coopération et de la division du travail chez les insectes. Ça peut sembler... très pointu, oui. mais en réalité, c'est une exploration incroyable des origines de la société. Et ça met à mal pas mal de nos idées reçues sur le monde animal. C'est tout à fait ça. L'auteur, Juliette F. R. Turner, nous guide dans un univers qui va bien, bien au-delà de la fourmi du jardin ou de l'abeille qu'on voit sur les fleurs. D'accord. L'enjeu de sa recherche, et du coup de notre discussion, c'est de répondre à une question qui est fondamentale. Laquelle? Pourquoi est-ce que certaines lignées d'insectes ont basculé vers des sociétés ultra coopératives, de vrais super-organismes, Oui. alors que d'autres sont restés farouchement solitaires depuis des millions d'années? D'accord. Donc notre mission, si on l'accepte, c'est de plonger un peu sous le capot de l'évolution. C'est ça. On va d'abord essayer de comprendre les mécanismes de base, ce qui pousse à coopérer. Mhm. Ensuite, on verra que nos vieilles classifications sont peut-être un frein. Un énorme frein même. Et on finira par une étude de cas sur les fourmis qui, apparemment, révèle une règle très simple derrière une complexité qui paraît folle. Exactement. Et pour y arriver, la thèse propose une sorte de révolution méthodologique. Ah oui, Elle nous invite à abandonner les étiquettes un peu vagues, un peu trompeuses, pour se concentrer sur des choses très concrètes, des traits spécifiques, mesurables. c'est ce qu'on appelle l'approche basée sur les traits. C'est ça. Et on va voir que ça change complètement la donne. Bon, alors, allons-y. La question de base, la toute première, pourquoi coopérer? Hmm. D'un point de vue évolutif, purement égoïste, ça semble Contre-intuitif. partager, aider, prendre des risques pour un autre. C'est le grand paradoxe de l'altruisme. Alors, la thèse regroupe les explications en deux très grandes familles. La première, c'est celle des bénéfices directs pour la forme physique. D'accord. Bénéfice direct. Ça veut dire que même si ça a l'air altruiste, Exactement. L'individu qui coopère en tire un avantage personnel, d'accord. même si c'est à long terme. Le retour sur investissement n'est juste pas toujours immédiat. Ça ressemble à un calcul, en quelque sorte. Je t'aide aujourd'hui, mais j'attends un retour demain. C'est une des possibilités, oui. L'exemple cité dans la thèse est celui de la chauve-souris vampire. Et c'est assez spectaculaire. Ah oui, je crois voir de quoi on parle. Une chauve-souris qui ne réussit pas à se nourrir de sang, elle risque de mourir en moins de 3 jours. C'est très rapide. Très rapide. Du coup, pour éviter ça, celles qui ont eu du succès, eh bien, elles régurgitent une partie de leur repas pour nourrir les copines affamées. D'accord. Mais où est le bénéfice direct là-dedans? Il est dans la réciprocité. Elles ont une excellente mémoire sociale. Une chauve-souris se souvient très bien de qui l'a aidée. Ah, Et elle sera beaucoup plus encline à rendre l'appareil plus tard à cet individu-là. C'est une sorte de contrat d'assurance vie. d'accord. Je donne un peu aujourd'hui pour être sauvé demain. Voilà. Mais la coopération n'est pas toujours aussi cordiale. Ah, vous voulez dire que parfois on n'a pas le choix. Disons que la coopération peut être fortement encouragée. C'est le cas de la coercition. La force, donc. Exactement. Chez certaines guêpes, les polistes, il y a une femelle dominante, la reine, et des subordonnés. Ok. Si une subordonnée s'avise de pondre ses propres œufs, la reine, elle ne se contente pas de la regarder de travers. J'imagine, non? Elle va manger les œufs de la rebelle et souvent l'attaquer physiquement. C'est très clair, c'est moi qui commande. Mais attendez, est-ce qu'on peut encore appeler ça de la coopération? Ça ressemble plus à de la tyrannie, là. C'est une excellente question. Ça touche à la philosophie autant qu'à la biologie. Oui. Mais du point de vue de l'évolution, ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que les subordonnés aident la reine. Le groupe fonctionne, Même si c'est par la force. même si c'est par la force. L'évolution, elle est pragmatique, pas morale. D'accord, donc bénéfice direct par échange ou par contrainte. Et la deuxième grande famille d'explications, C'est la plus célèbre, les bénéfices indirects. c'est ce qu'on connaît mieux sous le nom de sélection de parentèle. Ah oui, Hamilton, l'idée que nos gènes ne sont pas que dans notre corps. Exactement. Ils sont aussi, en partie, dans celui de nos proches. Donc, aider sa famille, c'est une autre façon de faire survivre ses propres gènes. C'est l'explication classique pour les fourmis, les abeilles. L'ouvrière stérile se sacrifie pour la reine, sa mère, pour qu'elle produise des milliers de sœurs. C'est ça, elle assure la propagation de ses gènes par procuration. Mais la thèse évoque un mécanisme encore plus étrange. Ah, Presque de la science-fiction. ah, L'effet barbe verte, ou green beard. barbe verte. Oui. Imaginez un gène, ou un groupe de gènes, qui ferait 3 choses en même temps. Premièrement, produire un signal visible, un marqueur, comme une barbe verte imaginaire.
Deuxièmement, la capacité de reconnaître ce marqueur chez les autres. Et troisièmement, Pousser son porteur à être altruiste envers tous ceux qui ont la même barbe verte. attendez, ça, c'est fou. Ça veut dire que des individus pourraient coopérer sans même être de la même famille, Juste sur la base de ce seul gène en commun. mais ça semble être un système trop facile à tricher. Il suffirait d'avoir la barbe verte sans le comportement qui va avec pour profiter de tout. Vous mettez le doigt sur la raison pour laquelle les théoriciens ont longtemps pensé que ça devait être rarissime, voire impossible. L'invasion par des tricheurs semblait inévitable. Voilà. Et pourtant, on a fini par en trouver des exemples bien réels, chez des amibes, des levures, des lézards, et même chez la fourmi de feu. La réalité a dépassé la fiction. Incroyable. Bon, on a le pourquoi de la coopération. Maintenant, le comment. C'est quoi une société d'insectes? La thèse dit que c'est un fourre-tout terminologique. C'est un point absolument central. C'est une critique en règle de la façon dont on a étudié ce domaine. Prenez le mot-clé « eusocialité ». Le plus haut niveau de vie sociale, c'est ça? En théorie, oui. Soins au couvain, division de la reproduction, génération qui se chevauchent. Le problème, c'est que ce terme est appliqué de manière complètement incohérente. C'est une étiquette qui ne veut plus dire grand-chose. Exactement. Ça masque plus de choses que ça n'en révèle. Et puis, il y a ces termes comme société primitive ou avancée. Ça sent le piège intellectuel à plein nez. C'est l'idée d'une échelle du progrès, oui. Une hérésie en biologie évolutive. Comme si toutes les espèces étaient sur un tapis roulant vers plus de complexité. Et ce n'est pas le cas. Absolument pas. La thèse le montre bien. Certaines sociétés très complexes, comme celle des abeilles à miel, semblent être apparues directement d'ancêtres solitaires. Sans passer par les stades intermédiaires, primitifs. Voilà. Et l'exemple des termites est encore plus frappant. La famille la plus ancienne, la plus basale, les Mastothermitidae, Oui. elle possède déjà des colonies immenses, une caste d'ouvriers très définie, des traits qu'on qualifierait d'avancés. Ça casse complètement cette idée de progression linéaire. Donc si ces vieilles étiquettes ne marchent pas, la solution c'est quoi? C'est là que la thèse propose de faire le ménage. C'est l'approche basée sur les traits. On arrête de se battre sur des définitions et on regarde les faits, concrètement. On décompose le problème. C'est ça. On ne se demande plus si une espèce est eusociale. On se demande est-ce qu'il y a un partage de nids? Oui ou non? Y a-t-il une division de la reproduction? Si oui, est-elle flexible ou figée? Ça permet de comparer les choses de manière beaucoup plus fine. Et objective surtout. D'accord. Alors explorons cette boîte à outils. Le trait le plus simple, juste vivre ensemble. Le partage de nids. C'est le nid communal. Le principe, c'est une colocation. Plusieurs femelles reproductrices partagent le même abri pour la sécurité ou l'économie d'énergie. Mais chacune pour soi à l'intérieur. Exactement, chacune s'occupe de sa propre progéniture, pas de babysitting collectif. On a un exemple? Oui, l'andrène chocolat, une abeille minière, des centaines de femelles peuvent creuser leur galerie dans un même site. Et la thèse insiste bien, ce n'est pas une étape vers autre chose. C'est une stratégie stable. D'accord, la colocation. Mais le vrai saut, c'est quand on divise les tâches, et surtout la reproduction. La division reproductive du travail. Oui. Et là, il faut vraiment distinguer deux mondes. D'abord, la division comportementale. Les rôles sont flexibles. Une ouvrière peut devenir reine. Dans certaines circonstances, oui. L'exemple le plus fou, ce sont les fourmis Gamergate. Ce sont des espèces qui ont carrément perdu la caste des reines. Comment ça? Plus de reine du tout? Non. Toutes les ouvrières naissent avec le potentiel de se reproduire. Mais alors c'est l'anarchie. Comment ça se passe? C'est une sorte de monarchie élective, mais permanente et violente. Les femelles s'affrontent dans des duels. Des combats? Oui, pour établir une hiérarchie. Seule la gagnante, la Gamergate, a le droit de pondre. Son statut est acquis par la force. Si elle faiblit, elle est immédiatement remplacée. C'est à l'opposé de l'image de la fourmilière bien ordonnée. Complètement. Et à l'opposé de ce système flexible, on a quoi? La division morphologique, j'imagine. Exactement. Et là, on change complètement d'échelle. Les rôles sont gravés dans le corps. C'est irréversible. Une ouvrière ne pourra jamais devenir une reine. Et c'est ça qui mène au superorganisme? C'est la porte d'entrée, oui. Et les exemples sont vertigineux. La reine des fourmis légionnaires Dorilus est 300 fois plus massive qu'une de ses ouvrières. Attendez, stop. 300 fois?
Ce n'est même plus la même espèce à ce niveau, hein. C'est à peine croyable. Son corps est devenu une pure machine à pondre. C'est un abdomen hypertrophié qui est transporté et qui produit des dizaines de milliers d'œufs par jour. Et chez les termites, c'est pareil. C'est du même ordre. Une reine peut vivre des décennies et pondre un œuf toutes les quelques secondes. Le corps de l'individu est entièrement au service du groupe. Mais ce n'est pas toujours aussi extrême, j'imagine. Non, bien sûr. Chez l'abeille à miel, la reine est à peine plus grande, mais sa physiologie lui permet de pondre 2000 œufs par jour. Et parfois, ce système crée des situations paradoxales. C'est-à-dire? Le cas des abeilles Sandar mellipona. Chez elles, n'importe quelle larve bien nourrie peut décider de devenir reine. Hein? Le problème, c'est que trop de larves le font. La colonie se retrouve avec un surplus de dizaines de reines potentielles. Mais c'est un gaspillage de ressources énorme. C'est ce qu'on appelle une tragédie des biens communs. Pour le gène de la larve, c'est la meilleure stratégie. Mais pour la colonie, c'est une catastrophe. Et la solution? La solution est brutale. Les ouvrières patrouillent et exécutent systématiquement toutes les jeunes reines en trop. C'est un conflit permanent entre l'individu et le collectif. Fascinant et terrible à la fois. Bon, au-delà de qui se reproduit, il y a toutes les autres tâches. La division du travail non reproductif. Oui, la spécialisation au sein même des ouvrières. Et là encore, on a deux logiques. La première est comportementale, souvent liée à l'âge. L'exemple de l'abeille à miel? C'est le cas d'école, oui. Une jeune ouvrière nettoie la ruche, puis elle devient nourrice, puis architecte, et c'est seulement à la fin de sa vie qu'elle devient butineuse, le rôle le plus dangereux. Et l'autre logique, c'est quand la spécialisation est aussi physique. La division morphologique des tâches. Et là, les fourmis coupe-feuilles Atta sont un exemple extraordinaire. C'est une usine sur pattes. C'est-à-dire? Vous avez des soldats géants avec des têtes énormes pour la défense. Vous avez des ouvrières moyennes qui coupent et transportent les feuilles. Et enfin, des toutes petites, les minima, qui sont des jardinières expertes. Elle cultive le champignon dont se nourrit la colonie. Exactement. Chaque corps est un outil spécialisé. Toute cette diversité, c'est impressionnant. J'imagine que la thèse ne se contente pas de lister tout ça. Elle cherche des règles. Précisément. Après avoir posé cette boîte à outils, la recherche se concentre sur les fourmis pour tester une grande idée. L'hypothèse taille-complexité. La taille influence la complexité. C'est ça. L'idée est simple. Plus un groupe est grand, plus il a besoin d'une organisation complexe pour fonctionner. C'est l'analogie de l'entreprise. Une start-up de 5 personnes, tout le monde fait tout. Une multinationale, Il ne peut pas fonctionner sans département spécialisé. Pour une colonie d'insectes, la pression de sélection serait la même. et comment on teste ça sur des centaines d'espèces de fourmis? C'est un travail de compilation de données absolument colossal. Ils ont remis les infos pour 152 espèces. Et pour chaque espèce, ils ont regardé quoi? Deux mesures clés. La taille de la colonie, donc le nombre d'ouvrières, et la variation de taille au sein des ouvrières. Ah, la variation de taille comme indicateur de spécialisation. C'est ça. Si toutes les ouvrières sont identiques, peu de spécialisation. Si les tailles varient beaucoup, c'est qu'il y a des castes. Et le résultat, est-ce que les chiffres confirment l'intuition? Les chiffres sont sans appel. L'analyse soutient très fortement l'hypothèse. Donc plus la colonie est grande, plus les ouvrières sont différentes physiquement. C'est exactement ça. Pour mettre des chiffres, à une extrémité, on a la fourmi coupe-feuille Atta avec des millions d'individus et une variation de presque 4 mm de largeur de tête entre la plus petite et la plus grande. C'est énorme. Et à l'autre bout, une espèce comme Cardiocondyla batesi avec ses petites colonies, Et des ouvrières quasi clones. avec une variation de taille de moins de 0,01 mm. La corrélation est très nette. C'est quand même fou que les autres facteurs, comme le nombre de reines par exemple, ne semblent pas jouer un rôle majeur. C'est une des conclusions les plus surprenantes de l'étude, oui. On pourrait penser qu'une colonie avec plusieurs reines serait plus conflictuelle et aurait besoin d'une organisation différente. Pourquoi est-ce que ça semble si secondaire? En fait, ces facteurs jouent certainement un rôle, mais dans d'autres aspects de la vie sociale. La résolution des conflits, par exemple. Voilà. Mais pour l'évolution de la spécialisation physique, la création de castes, la pression logistique du grand nombre semble être une force si puissante qu'elle éclipse tout le reste. Gérer les flux de nourriture, la défense, l'hygiène pour des millions d'individus. Ça impose des contraintes qui favorisent une seule solution. La spécialisation à outrance. La taille n'est pas juste un facteur, c'est le moteur principal. En résumé,
Ce parcours dans la thèse de Juliette Turner est assez vertigineux. On est parti des raisons de base de la coopération, on a vu comment nos vieilles classifications nous aveuglaient, Mhm. on a exploré une richesse de stratégies sociales incroyables pour finir avec une conclusion d'une simplicité redoutable. Pour créer de la complexité, il faut de la masse. C'est un excellent résumé. Le message clé, c'est vraiment la puissance de cette approche pour démêler un écheveu évolutif qui paraissait inextricable. Absolument. Et pour laisser une dernière pensée en suspens, la thèse se concentre sur comment la complexité sociale apparaît, Oui, mais en creux, elle nous interroge sur l'inverse. Comment est-ce que cette complexité peut être perdue? c'est une bonne question. On a vu des exemples. La perte de la castorène chez les gamergates, la perte des soldats chez certains termites. C'est vrai. Ça soulève une question vertigineuse. Est-ce que la complexité extrême d'un superorganisme est un aboutissement stable et définitif? Ou est-ce un état finalement assez fragile, un équilibre précaire qui peut s'effondrer si les conditions changent? Quelle pression pourrait mener une société complexe, même un super-organisme, à régresser et à se simplifier, voire à disparaître? Voilà. La question reste ouverte.